Selon le Haut Commissariat des Nations Unies, à la fin 2013, il y avait 11,7 millions de réfugiés dans le monde. Dans la foulée des événements en Syrie, un groupe de citoyens de Châteauguay se sont réunis pour faciliter l'arrivée de réfugiés dans la région. Ce regroupement a été aidé, entre autres, par la députée fédérale Brenda Shanahan et la mairesse de Châteauguay, Nathalie Simon. Oui, c'est ça. On va commencer par nous expliquer le statut réfugié versus immigrant, là, un peu démystifié. Oh, bien, merci pour la question parce que justement, il peut y avoir des malentendus là-dessus. Disons que vous êtes quelqu'un à l'extérieur du pays, puis vous voulez venir au Canada. Bien là, vous êtes à ce moment-là un immigrant potentiel parce que vous avez l'intention de venir, vous êtes en mesure de faire des recherches, de regarder les critères, puis là, vous faites application, puis il y a diverses voies pour des immigrants potentiels, dépendant si vous êtes un étudiant, quel genre de travail que vous faites ou si vous avez l'argent à investir. Mais c'est sûr que le pays est très ouvert là, à recevoir des immigrants qui veulent contribuer à notre pays. Donc, l'autre côté de la médaille, ce sont des gens qui sont quelque part, ils sont en danger dans leur propre pays et ils ne veulent pas vraiment sortir de leur pays, mais ils sont obligés de sortir parce que c'est un danger pour eux autres. Puis c'est là qu'on trouve, c'est pas nous autres dans le gouvernement Canada qui ont créé cette définition, c'est les Nations Unies qui disent les gens qui, par une raison de persécution et de violence, là, de danger, qui doivent quitter le pays, ils deviennent des réfugiés. C'est sûr qu'ils passent à travers comme un processus d'entrevue là, pour s'assurer qu'ils sont bel et bien des réfugiés, mais c'est à ce moment-là qu'ils reçoivent une carte des Nations Unies, comme quoi, puis ils sont dans les camps, puis c'est évident, là, c'est une situation vraiment pas souhaitable parce qu'ils sont dans les camps, disons, temporaires, mais des fois, ils sont là pour des années puis des années. Et là, ils cherchent d'arriver quelque part et c'est là que les Nations Unies demandent au gouvernement mondial d'accepter les réfugiés. Puis là, vous avez le monde au centre. Ces gens-là, c'est très clair parce qu'ils sont déjà identifiés, ils sont dans les camps de Nations Unies. Mais là, vous avez toutes sortes de monde là, qui dans la zone grise. Ils sont toujours chez eux, dans le pays, mais ils sont en danger, mais ils ne peuvent pas sortir de le pays, mais peut-être ils ont de la famille quelque part. Bien là, la famille peut travailler de leur côté pour faire une demande de réunification de leur famille. Puis là, on a un regard quand même, on aime ça dans le sens qu'on sait qu'il y a déjà la famille ici établie dans notre pays. S'ils font venir leur famille à eux, c'est eux autres qui vont s'occuper là, pour s'intégrer ces gens-là ici. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde avec un œil favorable aussi. Donc je pense que il y a peut-être d'autres groupes, on peut parler des visas, là, puis, mais ça c'est pour des gens qui vont venir s'installer ici d'une façon permanente, c'est vraiment les trois groupes différents. OK, bien là, il faut dire qu'il y en avait toujours des réfugiés, puis il va en avoir toujours. Hein? Ça, c'est vraiment, c'est pas quelque chose qui est juste maintenant là, que ça se passe avec les Syriens. Même, je peux dire que pour un bon nombre d'entre nous autres, moi-même, en tant d'être quelqu'un de l'héritage irlandais, ma famille à moi était des réfugiés il y a 150 ans quand les Irlandais crevaient de faim, là, puis on a monté dans des bateaux, puis on a cherché la terre promise qui était ici au Québec. Puis on était accueillis, on a des histoires de comment c'était le maire de Montréal, puis les gens qui ont même perdu leur propre vie parce qu'ils prenaient soin là, des Irlandais qui étaient malades à l'arrivée. Donc je pense que c'est quelque chose qui fait vraiment partie. On est la terre neuve, on est le nouveau monde ici. Puis c'est sûr que les gens, les Autochtones, a reçu aussi, a fait vivre des gens qui sont arrivés même plus tôt. Donc le problème arrive quand
ne sait pas c'est qui va venir. Là. Si on doit avoir quand même une bonne compréhension de c'est quoi la problématique qui fait sortir ces gens-là de leur pays, puis la logistique là, de comment les transporter ici. Il y en a qui arrivent toute seule, puis on a déjà vu ces histoires-là, les Vietnamiens là, qui ont monté dans les bateaux, eux autres, là, qui sont arrivés, puis en fait, c'était des navires militaires là, qui sont allés les chercher pour sauver leur vie, et ils sont venus, ils étaient dans des emplacements ici militaires, puis les gens, il y a 30-40 ans, là, quand les familles ici ont décidé de parrainer, les paroisses aussi ont décidé de parrainer ces familles-là, ils sont allés les chercher, chercher leur famille à la base militaire. Là, la problématique aujourd'hui, c'est qu'on est dans une période de guerre et on ne peut pas aller facilement chercher les gens. Et il y avait cette problématique-là de la peur, là, que ce soit des terroristes là, qui vont venir par cette voie de dire qu'ils sont des réfugiés. Puis là, c'est vraiment, moi, je pensais plus un problème de l'éducation que d'autres choses, parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui comprend bien les enjeux dans ces pays-là, mais on sait que les premiers réfugiés syriens qui sont venus, il y en a d'autres là, de ce parti, étaient des chrétiens qui étaient persécutés par des pouvoirs, disons, musulmans. Et c'est là que les paroisses, on a déjà commencé, les paroisses syriennes, là, catholiques orthodoxes, on a déjà commencé le processus. Mais là, c'est opportunité égale là, pour tous ces gens-là, parce qu'il y a des musulmans aussi qui sont persécutés, parce qu'ils ne sont pas du bon côté là, de la médaille. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais le pourquoi c'est maintenant, c'est vraiment parce qu'il y a une crise actuellement avec le nombre puis le danger qu'on trouve pour ces gens. Ben, en fait, ça là, peut-être, on peut commencer, il y a un plan plutôt planétaire, puis un plan plus local ou personnel. Puis sur le plan planétaire, quelques chiffres, là, selon les Nations Unies, il y a 13,5 millions de personnes en Syrie qui ont besoin d'une aide urgente. Il y a 6,5 millions qui ont été déplacés dans le pays même. Il y en a 4,5 millions qu'il a fallu qu'ils sortent du pays. C'est quand même beaucoup. Il y en a 250 000 qui ont perdu la vie en essayant de traverser, sortir de la frontière. C'est 5 fois la grande région de Châteauguay. Donc, c'est la plus grande catastrophe humanitaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est pas anodin, puis ça l'ébranle tout le monde, et ça l'occupe les nouvelles depuis longtemps. Donc, c'est important. Et puis, quand on voit ça, avec ces chiffres-là, ça met les choses en perspective. Je pense que c'est important de s'impliquer. Alors, localement, nous, dans la communauté de Châteauguay, on a décidé, je pourrais dire humblement, j'ai commencé à m'y intéresser au début décembre, et j'ai voulu initier une démarche pour que la communauté de Châteauguay s'implique dans ce dossier-là. À Châteauguay, la grande région de Châteauguay, en Montérégie, c'est considéré comme un creuset du communautaire. Le milieu communautaire est très, très dynamique ici. Et j'ai travaillé dans plusieurs régions, Montérégie, et depuis longtemps, et Châteauguay a toujours été vraiment une force communautaire. Puis je le savais, ça. Donc, ça n'a pas été compliqué ni trop long que quand j'ai fait appel à des organismes qui s'occupent des plus démunis, qu'on connaît, là, la Rencontre Châteauguoise, Entraide Mercier, le Centre communautaire, etc. Tout de suite, j'ai eu un accueil assez fort, et il y a un des organismes qui a décidé de cautionner, de garantir les sommes pour rendre disponible le projet. C'est Entraide Mercier, qui, eux, ont dit, nous, on est prêts à cautionner, à garantir le montant, parce que c'est sérieux. Et
admettre et accueillir une famille, il faut mettre des sous pour s'assurer que la démarche se fasse comme il faut et que ces gens-là ne soient pas laissés pour compte là, seulement sur un élan d'une volonté de quelques citoyens, puis après ça n'a pas de suite. Donc, c'est sérieux. Donc, on a les disponibilités, la garantie, mais c'est pas nécessairement l'organisme garantit le montant, mais on veut pas que l'organisme sorte de l'argent. On veut vraiment, eux, assurer, cautionner, mais c'est un appel à tous qu'on va faire, qu'on a commencé à faire, pour qu'il y ait une contribution de la communauté pour accueillir les fonds, pour accueillir cette famille-là. Donc, c'est comme ça qu'est venu, qu'a pris naissance une table de personnes impliquées de tous les niveaux, du communautaire, du milieu des affaires, milieu environnemental, bon, les paroisses, les églises anglicanes, francophones, anglophones, catholiques, tout le monde a mis l'épaule à la roue. D'ailleurs, les églises étaient déjà impliquées, Mme Shanahan, elle l'a mentionné tantôt, dans des dossiers d'unification de famille. Nous, notre démarche est beaucoup plus privée, c'est-à-dire qu'on fait venir une famille qui n'a aucune racine ici. C'est vraiment une implication, une intégration complète là, de A à Z. Donc, c'est un petit peu plus... on a installé un filet de sûreté plus complet et c'est là-dessus là, qu'on est à pied d'œuvre pour commencer. Donc, levée de fonds et après ça, accueil de notre famille et implication pour l'année complète là, qui les concerne. Bien, en fait, on est un acteur, je pense, important dans l'accueil des nouveaux arrivants. Les gens arrivent toujours sur un territoire donné, dans des infrastructures avec des services, puis souvent, bien, le gouvernement le plus près du citoyen, ça reste toujours les municipalités. Et nous, avec l'organisation qui s'est mise en place pour accueillir les Syriens, bien, on pense que c'est une bonne façon aussi de roder, parce que je pense qu'il ne faut pas se voiler la face avec et les changements climatiques et les conditions économiques. En fait, les guerres dans le monde, on est sujet à recevoir de plus en plus de gens d'ailleurs. Je pense qu'il faut être capable de mettre en place les services, de travailler en collaboration avec les acteurs du milieu aussi. Il y a différents services qui sont là pour l'accueil, pour aider à l'intégration, pour voir est-ce que les gens, les besoins de ces gens-là, les premières nécessités soient aussi comblés. Donc, je pense que c'est la synergie de tous les acteurs et la municipalité est un bel endroit pour faciliter cette synergie-là. Donc, je pense qu'on est un acteur important de la donne, comme les autres paliers de gouvernement aussi. Et c'est justement pour l'intégration de tous ces services-là ensemble. Je pense que c'est un bel endroit où, en fait, c'est un beau rôle qu'on peut jouer. Mais pour moi, je pense que c'est la base même de la communauté et c'est toujours ça qu'on souhaite chez nous. Nous, on travaille justement pour que cette volonté citoyenne puisse s'exprimer et faire les choses. Tout ne revient pas à la municipalité. Je pense que les citoyens doivent vivre leur ville, vivre leur communauté. Et c'est à travers ces expériences citoyennes-là que notre qualité de vie collective va être améliorée. J'ai toujours vu le rôle de la municipalité comme étant ce facilitateur-là, cet intégrateur-là. Ce qui se passe en ce moment avec l'accueil des Syriens, c'est un bel exemple de ce qu'on peut faire quand tout le monde travaille, tout le monde met l'épaule à la roue. Ces compétences, les compétences sont jumelées justement pour faire une plus-value. Et je pense que c'est aussi un bel exemple de solidarité humaine qui gagne justement à faire des petits puis à s'exprimer dans d'autres sphères de notre activité commune. C'est ça, l'ONU donne un statut, mais comment ça fonctionne, tu sais, le Canada rentre, puis comment ils sont arrivés au nombre, c'est 25 000? Oh, le fameux 25 000. Le 25 000 qui est tourné, mais... Oui, c'est drôle, hein? C'est drôle. Moi, je suis, comme ancien bancaire, là, je suis quand même quelqu'un qui aime les chiffres, mais de mettre des cibles pour des êtres humains, je dirais que j'ai plus de difficultés avec ça, mais... écoute, il fallait mettre un chiffre parce que c'était peu comme ça qu'on était capable de définir puis de mettre l'attention sur le problème. Qu'évidemment, c'était pas assez. 100 000, on n'était pas rendu là, mais 25 000, on était capable d'arriver à ce chiffre-là
à ce chiffre-là, surtout quand on a eu les données, là, les gens qui étaient déjà dans le, qu'est-ce que j'appelle le pipeline là, de réfugiés, c'est-à-dire des gens qui étaient déjà dans le processus de réunification familiale. Puis ça prenait du temps, comme on sait très bien avec la tragédie qui est arrivée, le petit garçon, que la tante là, de cette famille-là, elle était déjà au travail pour faire venir ses frères avec leur famille. Ça faisait plus qu'un an. Donc ces gens-là étaient déjà dans le pipeline et on sait qu'on a à peu près maintenant, on a à peu près 11 000 qui sont arrivés et à peu près 17 000 qui sont dans le pipeline là, pour arriver. Avec les Nations Unies, leur travail à eux autres, ce sont vraiment les gens qui ont sur le terrain sont vraiment des experts. Là. Il ne faut pas sous-estimer le travail qu'ils font sur le terrain parce que c'est pas juste qu'il veut identifier les gens qui sont pas des terroristes, là, la sécurité c'est quand même important, mais aussi, puis c'est difficile à dire, mais on sait qu'on a un très grand nombre de demandes, mais c'est pas possible d'accepter tout le monde, donc il faut accepter les gens qui sont les plus aptes à être intégrés dans notre société, parce que ça ne donne rien là, de prendre les gens qui ne sont pas capables de se vivre dans une façon autonome. Donc, c'est là le travail des Nations Unies. Donc, nous autres, on se fie beaucoup sur leur travail d'identification qu'ils font sur le terrain. Oui, bien, c'était vraiment comment je dirais, là, tu sais, une initiative, quand on demande aux gens de lever la main, justement, pour faire quelque chose, t'attends toujours, il t'aide toujours que quelques secondes, là, tu te demandes, est-ce que quelqu'un va lever la main? Parce qu'autrement, on peut pas continuer notre travail. Donc, monsieur le ministre McCallum nous expliquait, on a eu, c'était quoi, au mois de novembre, en tout cas, très peu de temps là, après l'élection de 19 octobre, on a eu une grande conférence de téléphone, puis il était capable de nous dire à ce moment-là qu'il y avait, qu'est-ce qu'il appelait, parce qu'il travaillait avec le chiffre de 25 000, déjà une sursouscription, qu'il y avait déjà plus de villes bénévoles pour prendre des réfugiés que au-dessus de chiffres de 25 000. Donc, le problème, c'était pas la capacité, c'était pas la volonté de recevoir les gens. Le problème, c'était la logistique ou bien la capacité de faire l'identification puis le transport, etc. Donc, le pourquoi, si Montréal voulait avoir 3 000, on met 3 000. Si Thunder Bay voulait avoir 2 000, on met 2 000. Chicoutimi, s'il voulait avoir 1 500 ou 5 000, on met qu'est-ce que les gens voulaient accepter. Puis je pense que c'est un chiffre là, qui, en fait, va être en pleine croissance. Il rentre 600 600 aux 2 soirs actuellement, ici à Montréal. Je ne vous parle pas de Toronto puis tout ça, là. Seulement ici. Donc, c'est quand même du monde là, qui roule puis qui sont dispersés partout. Là. Donc, c'est du monde, c'est du volume. Puis, l'élan canadien, c'est sûr qu'on est capable, puis on va le faire, puis il reste le délai, c'est sûr que... Mais 25 000 au Canada, d'un pays comme nous, un grand pays, je suis pas inquiète. C'est juste qu'il faut bien que ça se fasse. D'ailleurs, le ministre McCallum l'a dit, on veut bien faire les choses, le faire comme il faut. Puis je pense que c'est ça qui est en train de se faire. Mais sauf que c'est sûr qu'il y a les délais, mais... quand on est en contact avec les fonctionnaires, on voit l'intention, puis l'intérêt, puis le travail qu'ils y mettent, là, on n'a pas... il faut être patient, dans le fond. Puis nous, ça nous donne le temps de mettre la population en contribution pour financer notre projet. Parce que là, on commence, là, on a un site web, un numéro de téléphone, on veut recevoir des dons. Et il y a différentes activités qui seront préparées, là, des soupers spaghettis, une pièce de théâtre, différentes activités qu'on va annoncer dans la communauté au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, pour permettre d'atteindre notre financement là, comme on veut. Donc, au mois de mai, pour nous, c'est raisonnable. Le temps
Et le gros de la dépense, c'est l'hébergement. Alors, un loyer, là, dans une année, c'est 12-15 000 $ environ. Mais on aimerait ça avoir une belle contribution d'un propriétaire immobilier. À chaque fois, je profite encore de vos antennes pour lancer un appel. Ça serait intéressant d'avoir un propriétaire d'immeuble locatif qui nous dise, regardez, qui nous fasse une contribution, une gracieuseté, une commandite d'un appartement ou d'un logement. Pour nous, ça enlèverait beaucoup de pression sur ce coût-là comme tel. Si on est à la recherche actuellement, on fait des démarches, on des hommes d'affaires, milieu des affaires, donc c'est important pour nous. Mais on voudrait installer ce logement-là avant que la famille arrive, bien entendu, qu'il soit prêt et tout ça. J'ai oublié de parler de la nourriture. Ça va jusque dans le détail. Ces gens-là ont une alimentation particulière. Ça ne mange pas de 2 bacon le matin, là. C'est vraiment... ils ont leur rythme d'alimentation et ont des types de régimes particuliers. Le matin, c'est vraiment d'autres choses et ils mangent pas les mêmes heures que nous. Ça, là, c'est important à respecter. Les premières heures, les premières journées que vous arrivez ici, si vous avez vraiment les conditions pour vous retrouver dans vos habitudes puis votre manière de vivre, c'est un accueil pour eux très important. La nourriture fait partie essentiellement de ça aussi, pour bien accueillir les gens. Bonne traduction, ainsi qu'une bonne nourriture, un bon gîte là, en rentrant, là, c'est gagnant. Puis nous, on va travailler là-dessus. Il n'y a pas de cible. On ne fait pas partie de ces municipalités qui ont été ciblées comme villes d'accueil, comme Montréal, Québec. Il y a quelques grandes villes au Québec qui ont été ciblées. Nous, c'est des initiatives vraiment terrain qui font en sorte qu'on en accueille, soit des réunifications de famille, soit encore des initiatives comme celle de Jean-François Lavallée. Puis je dois dire qu'il y a de nombreux, quand on a vécu ça, on a été contactés par de nombreux citoyens qui désiraient faire quelque chose. Donc, ça nous permet de concentrer toutes ces énergies-là vers un but commun, puis les gens vont être là pour aider. Mais en même temps, comme on n'a pas de cible, bien, ça nous permet justement d'être capable d'intégrer tranquillement ces gens-là et de les accueillir convenablement et de les intégrer convenablement à la communauté aussi. Donc, le fait de ne pas avoir de cible, mais d'être là et d'être ouvert, puis d'avoir le temps, justement, de faire les choses convenablement, bien, ça n'amène pas un trop gros choc culturel non plus, puis d'être pris avec des gens qu'on n'est pas nécessairement capable d'aider parce qu'on n'a pas les ressources sur le terrain. Non, bien, en fait, c'est un des problèmes. Le fédéral a un programme, son programme, puis il y a de l'aide, il y a de l'accueil qui se fait par d'autres voies déjà établies d'immigration, de réunification des familles, etc. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est plusieurs volontés citoyennes qui se sont exprimées parce qu'il y avait déjà un comité notamment avec les différentes paroisses de Châteauguay qui avaient commencé à travailler. Puis là, il y a le groupe piloté par Jean-François Lavallée qui tout le monde s'est mis ensemble finalement. Puis ça fait vraiment une pluralité de façons de faire et de services et d'accueil qui sont mis ensemble. Là, pour nous, bien évidemment, c'est de voir à faire en sorte qu'on soit capable, tout le monde ensemble, de voir, parce que c'est une chose de vouloir accueillir, mais être capable d'accueillir, c'est une autre chose. Hein? On le sait, quand on veut recevoir de la visite, on n'a pas toujours ou l'espace, ou la capacité, ou le temps. Bon, donc là, il faut regarder qu'est-ce qui manque, puis faire les choses convenablement. On a du temps devant nous. Il y a déjà des gens de la série qui sont arrivés, ils ont été accueillis, on les a accompagnés, c'est une bonne chose. On n'a pas une masse non plus de nouveaux arrivants qui arrivent, qui nous permettent qu'on soit débordés, mais on sait déjà qu'il faut trouver du logement, qu'il faut trouver des meubles, qu'il faut trouver les écoles, l'intégration, comment on peut aider, qu'est-ce qui est mieux de faire avant ça. Il y a des gens qui ont de l'expertise sur le terrain, puis tout ça mis en place, bien, je pense que ça nous permet justement, à défaut d'avoir le financement, d'avoir l'expertise, puis de faire appel à des gens qui sont capables d'aider. Bien, écoutez, on se fait comme un tableau. Là, je visualise parce qu'on s'est fait une feuille de route. Là. Tous les aspects sont concernés. On parle d'hébergement, de subsistance, d'hébergement, la bouffe, les paiements d'électricité, tout ce qui concerne le loyer. Après ça, les frais médicaux, les dentistes, les lunettes, les loisirs. Et oui, l'aspect francisation est important. Dès les premiers pas, il faut vraiment que ces personnes-là aient des services de francisation.
avec la commission scolaire. Alors, on a une espèce de série de points complètement à assumer complètement. Donc, on se répartit les tâches pour permettre d'avoir une espèce de structure d'accueil qui complète là, concernant ces différents aspects-là. Et sur le plan médical, tantôt, vous avez posé une bonne question excellente à Mme Shanahan concernant quel service qu'on va chercher, par exemple, service santé. Il faut s'assurer d'avoir un backup, excusez le terme, mais un support complet sur le plan santé et santé mentale aussi. Je vous compte pas d'histoire. Le post-traumatisme là-dedans est présent. Et quand ces gens-là débarquent, l'adrénaline est forte. Alors là, ils ont été en survie. Mais la minute qu'ils s'installent, ils se déposent, là, l'adrénaline tombe, et là, c'est le traumatisme qui revient. Et ces gens-là ont besoin d'un support, et les enfants particulièrement. Donc, on a à assurer, en collaboration avec le C3S ici de Jardin-Roussillon, à l'hôpital, des liens. Donc, je fais actuellement des démarches pour assurer le support bénévole de pédopsychiatres, les pédopsychiatres de l'hôpital Anna-Laberge et des psychologues qui sont disponibles possiblement. Donc, il faut les préparer et avec une traduction. Là, on sait qu'il y a un médecin au CLSC d'origine syrienne qui est là, Dr Zabian, qui peut échanger et faire la traduction pour permettre à ces personnes-là d'avoir un service complet. Donc, c'est comme, encore une fois, cet aspect filet de sûreté, assurer que ces gens-là sont prêts pour vraiment là, donner un service adéquat. Dans tous les aspects, qu'on s'appelle l'aspect dentaire, c'est pareil. Un médecin d'origine vietnamienne dont ses parents étaient dans l'arrivée des Boat People des années 80. Maintenant, la jeune fille est dentiste dans la région ici, puis elle donne des services. C'est donner au suivant, en fait. Les gens donnent au suivant de façon ouverte là, dans leur domaine, dans leur spécialité ou dans leur service. L'accueil est formidable. On a rarement de refus. Les gens qui collaborent tout le temps. Il s'agit de faire les démarches. Alors là, on est en train de faire un espèce le thème filet de sûreté et filet de sécurité est important. Là, c'est comme ça qu'on veut travailler. On se voit régulièrement. Le grand comité, c'est une table de concertation où chacun fait ses tâches. Là. Il y a des gens du milieu scolaire, des retraités qui sont déjà au courant des différentes démarches à faire. Donc, on est tous un peu spécialistes. Moi, j'ai travaillé dans le domaine de la santé, donc j'ai mes entrées. On est différentes. On fait valoir nos expertises de carrière dans le milieu où on est. Donc, il y a une facilité de pénétrer ces différents milieux-là avec enthousiasme et je pense que ça va être plaisant d'accueillir ces gens-là de cette façon-là. Il y a ça. Je pense qu'il y a une question de réseautage. Il y a une question aussi de fournir des services techniques. Parfois, quand il y a des initiatives pour faire des levées de fonds, on peut fournir de la logistique. On a aussi, évidemment, moi j'ai mis de mon temps bénévolement pour les communications. Il y a des gens, donc, il y a des individus qui sont là avec leur expertise propre, chacun. Puis, on peut aussi penser que s'il y a une campagne de levée de fonds, s'il y a quelque chose qui se passe, bien, la Ville sera là aussi en tant que Camille, là, et on pourra mettre de l'argent dans la cagnotte comme les différents députés le feront aussi de façon individuelle, non pas à travers des programmes, mais parce qu'il y a une activité communautaire qui se passe. La formule de parrainage qui est exigée un peu, c'est on s'identifie. Moi, c'est une formule mixte. Notre formule à nous, à Châteauguay actuellement, c'est une formule mixte. C'est un citoyen, moi-même, avec un organisme partenaire qui est en train de mercier. Nous, on remplit nos formulaires, mais il y a une partie des formulaires qui est identifier votre famille. Il faut nommément identifier les parents, les enfants qu'on veut faire venir. Là, actuellement, on est en attente d'identifier cette famille-là. On m'appelle ces jours-ci pour me dire « Monsieur Lavallée, j'ai tel jeune, j'ai telle famille. Et des fois, c'est des 4 adultes, des enfants de 18-19 ans. On m'envoie des noms actuellement. Là. Mais j'attends toujours pour avoir vraiment là, une démarche complète, comme on dit, parce que là, c'est des gens qui sont en camp déjà. Bien sûr, il y a la communauté chrétienne syrienne qui, elle, est en camp depuis longtemps, comme Mme Chanel vous le disait tout à fait
pertinemment tantôt, c'était les premiers qui ont été persécutés là-bas. Et les autres sont en camp depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est ceux-là qu'on voit arriver, qui sont pris en charge par l'État, sont déjà, comme on dit, ils ont déjà été rencontrés, les entrevues de sécurité sont faites, les papiers sont faits. Ça, c'est une démarche. Il y a au moins 500 fonctionnaires actuellement, fédéraux, provinciaux, qui sont à pied d'œuvre en Syrie, en Jordanie, au Liban, en Turquie, pour préparer ces papiers-là actuellement. Donc, il y a beaucoup de travail en amont avant d'arriver ici. Et c'est ça qu'on nous envoie, ces listes-là, une fois que les papiers sont complétés. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait actuellement. Mais actuellement, c'est ceux qui rentrent, qu'on voit dans les nouvelles, c'est ceux qui sont parrainés par l'État avec la distribution à travers le Canada. Nous, ça va être la vague suivante qui va arriver un peu plus tard. Et je vous garantis, les fonctionnaires n'arrêtent pas, là, ça ne dérougit pas actuellement, puis on les voit travailler. Donc, nous, on est en attente de l'identité de notre famille pour pouvoir envoyer notre demande de parrainage complétée comme telle. On souhaite recevoir 2 adultes, 3 enfants. Une famille de 2 adultes, 3 enfants. Dans le fond, là, mettons, vous faites une levée de fonds. La cible, c'est 28 500. Oui. Mais si vous faites plus, dans le fond, cet argent-là... On la garde, on va la rendre disponible pour d'autres besoins. Okay. C'est sûr. Garantie qu'on va pouvoir la faire profiter à d'autres. Fait en fond, vous allez quasiment tout le temps être un peu en financement, dans l'optique de si on peut financer d'autres familles. Oui, c'est possible. On va peut-être faire ça, famille par famille. Là, ce qu'on a hâte pour en parler comme il faut, les gens aiment donner quand ils connaissent les personnes. Et là, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir une photo de notre famille pour nommer les gens. Monsieur, madame, monsieur fait tel métier, madame, puis voici les 3 enfants, qu'on puisse visualiser un peu l'effort qu'on donne. Ça, là, on a hâte de faire ça parce que c'est ça que les gens veulent un peu, se rapprocher un peu, dire ah, je donne pour eux, puis après ça, on va les suivre. Le jour J, on va les accueillir à l'aéroport, on veut que ça sorte dans le soleil, qu'on voit les gens, qu'on comprenne que la communauté est là pour l'admettre. On veut créer un momentum avec ça. Donc, on est bien enthousiaste à attendre, là, puis on a hâte de voir notre famille. Châteauguay est déjà une mosaïque culturelle très complexe. Hein. Quand on regarde les gens qui viennent de différents pays, on a à peu près tous les continents qui vivent ici chez nous par la représentation d'individus. Je pense que cet accueil de Syriens-là va nous permettre de mettre en place, justement, je le dis, je pense qu'on est... le Canada a toujours été une terre d'accueil, le Québec aussi. Châteauguay, depuis des années et des années, je pense, a une longueur d'avance en matière, justement, de représentativité des différentes communautés. De plus en plus, on a des gens qui arrivent de partout et je pense qu'on ne veut pas créer des ghettos. On veut que ces gens-là participent à la communauté, soient des acteurs importants de l'ouverture sur le monde. Et je pense que cette façon de faire-là, on est en train de mettre en place quelque chose qui est stimulant, puis qui va nous permettre de nous ouvrir aux autres davantage et de faire en sorte que lorsqu'il y aura certainement, parce qu'on n'a pas voulu limiter l'organisation juste aux Syriens, on a voulu que ça soit large parce qu'on se dit il y a des gens de partout qui vont vivre des difficultés et on veut être en mesure d'avoir développé cette expertise-là pour mieux les accueillir. C'est calculé, c'est un barème que le ministère de l'Immigration a établi. C'est environ 5 000 quelques dollars par adulte et 2 000 par enfant, quelque chose comme ça. 2-3 000 par enfant, ce qui fait environ 28 000 pour une famille comme on veut l'avoir là. Mais c'est pourquoi cet argent-là? C'est l'argent qui est exigé pour assurer 1 an de subsistance, pour vraiment rendre sérieux la démarche. Comme je vous dis, tu te lances pas là-dedans en disant « je lève la main, ça me tente », puis 1 mois après, tu dis « oh, je pense que je t'accours, là, puis je peux plus ». Là. C'est des gens, puis on veut vraiment que ça se fasse de façon sérieuse. Donc, c'est une exigence que le ministère a mis de l'avant suite à des expériences un peu plus malheureuses, puis ils veulent plus que ça arrive, puis ils ont raison. OK, c'est ça. Fait que c'est pour les aider, en fait, pour 1 année. Oui, c'est pour assurer 1 an de subsistance, gîte et couvert, ainsi que tous les autres besoins. Puis après ça, dans cette année-là, j'imagine que... La création, oui, dans la liste des choses que je fais, c'est création d'emplois. La recherche d'emploi est importante, donc il faut que je me mette en lien avec les organismes de démarche d'emploi, la francisation, la scolarisation pour les enfants. Alors, il y a plein de
de choses installées pour que dans l'année, il y ait la chance de mettre le pied dans le milieu puis de s'en aller dans leur domaine. Souvent, la communauté syrienne, la nation syrienne est une nation moderne avant la guerre, qui avait plusieurs universités. Le niveau de scolarisation des Syriens est de haut niveau. Beaucoup de professionnels, c'est une nation qui était vraiment avancée avant que, malheureusement, la guerre civile prenne là-bas. Et ces gens-là, souvent, vont plus à l'école. Les enfants, peut-être, ça fait 2-3 ans, là, ils ont complètement arrêté leur scolarisation parce qu'ils étaient obligés de quitter, puis en camp, etc. Donc, il faut tout reprendre ça. Et ils le prennent avec grand enthousiasme. Et puis, les professionnels qui peuvent rentrer ici, je vous garantis, sont prêts à travailler puis à investir. C'est une création. Moi, et puis plusieurs de nos membres de comité, on pense que, puis je pense que c'est vrai, là, on contribue à améliorer la richesse de notre nation en intégrant ces personnes-là. Ne serait-ce que de parler des Vietnamiens. Vous voyez maintenant des jeunes Vietnamiens, ils sont intégrés, ils parlent québécois ou canadiens comme vous et moi. Ils sont partout, ils sont pharmaciens, médecins, professionnels. Et c'est comme ça. Ces gens-là, on les a accueillis dans les années 80. Alors, regardez la contribution qu'ils font. Je vous garantis, le peuple syrien, c'est la même chose. Ça va être une contribution énorme, puis on va être content de les accueillir. Moyen, regardez ça à long terme, vous allez voir que les arguments là, de la petite dépense du début du séjour, là, il ne tient plus la route. Il n'y a pas personne qui dit qu'on a trop dépensé quand on a admis les Vietnamiens chez nous maintenant. Comprenez-vous, les arguments sont là. Regardez le parcours des Vietnamiens. C'est la même chose. On a un pays qui est grand, qui est plein de richesses, qui est capable d'admettre et d'accueillir ces gens-là. On va bien le faire. Il faut qu'on aille la base, c'est du gîte. Ce qui presse, c'est le gîte, le couvert installé. Il y a beaucoup d'éléments qui sont commandités là-dedans. Les services comme tels, là, je vous le dirais, là, les organismes communautaires, quand j'ai rencontré la rencontre Chateauguay, ça, sur le côté bouffe, là, vous savez, là, puis les commandites avec les supermarchés aussi vont nous aider. Là. On commence déjà à en parler. Ça ne sera pas ça le problème au niveau de l'alimentation. Le vêtement non plus. Je vous garantis, on est capable d'habiller 10 familles actuellement avec les comptoirs alimentaires. Donc, les postes budgétaires qui sont importants, je le répète, ça va être l'installation, le gîte, tout ça. Et ça, c'est un certain montant qu'on pense pouvoir ramasser assez vite. Déjà, on a des contributions. Mme Shannon a fait une contribution personnelle. M. Moreau en a donné une. On a des attentes. Il y en a d'autres, des contributeurs qui vont donner bientôt. On voit l'argent commencer à arriver, mais on est certain. On a une cible pour assurer le gîte et couvert d'un certain montant. Ça, c'est le montant essentiel pour pouvoir installer la famille. Puis en cours là, des prochains mois, avoir les autres sommes, avec les activités qu'on va faire aussi. Donc, mais je vous le dis, créer le momentum, d'amener les gens à contribuer avec la visualisation, la famille, etc., ça va donner un autre coup. Là actuellement, on est comme encore en train de préparer le terrain. Et on va revenir dans les journaux avec ça, avec une bonne conférence de presse. Oui. Puis c'est là, je pense, c'est la logistique. Puis c'est là où c'est très important de travailler avec le monde qui connaît vraiment le terrain. C'est absolument, vous avez raison, là, on peut pas avoir les belles images, là, les gens qui arrivent à l'aéroport, là, puis là, tout le monde s'en va chez eux, puis la famille est là. Wow, qu'est-ce qui se passe là maintenant? On a quand même, dans les grandes villes, il faut dire qu'on a déjà une capacité. Moi, dans mon temps comme travailleuse sociale, j'ai déjà travaillé avec un groupe qui s'appelait Refuge Juan Moreno. Donc, c'était un groupe à but non lucratif qui avait 2 maisons. On recevait des femmes avec leurs enfants et on était très bien appuyés par l'Église catholique à l'époque. Bien, en fait, c'était des sœurs. Là, des sœurs sont très impliquées dans ce genre de travail. Qu'est-ce qui est arrivé? Puis la province aussi, parce que la province, chacun des provinces ont leurs services sociaux, mais au Québec, là, encore plus. Parce qu'il ne faut pas oublier
c'est pas la charité qu'on fait ici. Quand on reçoit surtout des immigrants, oui, c'est sûr, mais quand on reçoit un réfugié, quelqu'un qui a déjà son éducation, déjà formé, qui a déjà des capacités là, de travailler, qui veut travailler, parce que là, il veut reprendre sa vie, on reçoit, c'est comme un cadeau parce que l'autre pays a payé pour l'éducation de cette personne-là, mais c'est nous autres qui reçoivent le bénéfice d'avoir une personne de plus. Puis on sait très bien qu'on vit une crise démographique actuellement. Il y a plus de personnes âgées que de jeunes personnes. Donc, tous les gouvernements ont un intérêt d'accueillir les gens qui ont des fortes chances de contribuer. Puis quand on sait très bien que Steve Jobs était un Syrien, puis René Angelil était Syrien, on comprend que les Syriens, là, tout le monde voyait l'opportunité. C'est du monde, là, c'est sûr, qui sont très innovateurs, puis tout ça. Mais pour qu'est-ce qu'il y a la capacité pour les logements, c'est sûr qu'on ne veut pas enlever le logement social des gens qui sont déjà sur les listes d'attente. Il n'y a personne qui veut ça. Mais c'est intéressant comment il y a des propriétaires privés qui sont venus. Eux autres, ils ont des blocs d'appartements, ils ont des appartements libres. Ils sont soit capables d'offrir de façon pas gratuite, mais à un loyer modique, parce qu'il faut montrer quand même aux gens que c'est pas tout gratuit, là, ici au Canada, loin de ça, mais quand même un prix modique. Puis là, le propriétaire peut bénéficier quand même là, c'est comme un don de charité, là, ça existe. Ou bien que ça fait son affaire, peut-être il va demander à la famille, le monsieur, là, de travailler comme concierge, là, puis d'avoir un appartement. Donc, on a vu vraiment des initiatives. Il faut juste lancer l'appel là, à la population, puis il y a des gens qui sont venus avec des idées très intéressantes, là, comment intégrer les réfugiés. Ça, c'est une difficulté, le logement, parce que déjà, quand on parle si on parle d'intégration dans le logement abordable ou les logements sociaux, il y a déjà une très longue liste d'attente pour les gens de chez nous. Donc, ça serait assez malvenu de privilégier certaines personnes par rapport à des gens qui sont aussi dans le besoin puis qui attendent depuis parfois des années pour avoir un logement abordable. Donc, il faut voir à comment on aide, comment on intègre tout ça et le peu de vacances de logement. La crise est passée. Je veux dire, on a vécu des crises où il y avait vraiment moins de logements disponibles que d'individus qui en cherchaient un. On le voyait déjà à l'approche du grand déménagement du 1er juillet, là, où on avait des gens qui avaient de la difficulté à se localiser. C'est moins pire maintenant. On mise aussi beaucoup, nous, sur la construction de logements locatifs parce qu'il y a bien des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter une résidence. Il faut, dans la chaîne de logement, c'est comme la chaîne alimentaire, il y a différentes étapes et le logement locatif, il est nécessaire. Et on était vraiment en manque de ce côté-là, donc on a vraiment poussé là-dessus. Fait que je pense que présentement, il y a de l'espace. Il faut juste être en mesure de financer la location de ces espaces-là. Et la campagne de financement vise notamment parce qu'on sait très bien que tant pour les besoins en meubles, en vêtements qu'en denrées alimentaires, il y a des organisations sur le terrain qui sont capables, susceptibles de donner un coup de main. La difficulté, c'était le logement et pas juste de trouver le logement, mais de financer le loyer. Et la campagne de financement qui va avoir cours au cours de la prochaine année là, va viser notamment à ramasser des sous pour assurer au moins les premiers mois d'un toit à ces nouveaux arrivants-là. C'est ça, bien justement, c'est vrai que j'avais cette expérience antérieure là, avec le refuge Juan Moreno qui était fermé, je dois dire, il y a 10 ans parce que le gouvernement précédent a trouvé qu'on n'avait pas besoin d'aider les réfugiés. C'est un choix politique et gouvernemental là, qui a été fait. Donc, j'espère là, qu'on va avoir ce genre de ressources là, encore là, avec
justement l'intérêt qu'on voit dans la communauté. Pour moi, personnellement, c'est parce que je fais partie comme citoyenne et catholique pratiquant d'un comité de justice sociale avec notre paroisse Our Lady of Perpetual Help. Puis, j'ai le plaisir de travailler avec du monde comme Catherine Hooper, qui est très connue dans la communauté pour le travail qu'elle a déjà fait sur plusieurs dossiers. Entre autres, elle a aidé là, pour recevoir un réfugié palestinienne, Mahmoud. Quand c'était le curé Victor qui était notre curé à l'époque, qui visitait souvent Jérusalem. Donc ça, c'était quelque chose là. C'est toute une éducation, oui, quand on a la possibilité d'aider quelqu'un, puis en plus de comprendre sa réalité à lui. Donc ça, c'est quelqu'un qui est ici, il a sa famille ici, Mahmoud, je ne connais pas son nom de famille, mais il a un business là, pour aider les gens là, avec leur terrain, et ça fonctionne très bien. Donc Catherine Hooper a déjà commencé le dossier pour recevoir une famille, pas nécessairement chrétienne, non, mais c'est sûr, puis je dois mettre le point là-dessus, on veut pas faire la division entre les religions, mais il faut être conscient que là-bas, la division est là, puis c'est assez raide, malheureusement. Et c'était les familles chrétiennes qui étaient vraiment persécutées, là, ça fait 10 ans. C'est pas pour rien qu'on avait déjà des Syriens ici, dans la région. C'est parce que ça fait longtemps là, que les chrétiens, parce que avec les Juifs puis les chrétiens, c'était des cibles très, très, très visibles dans leur pays. Mais là, comme je dis, c'est aussi les musulmanes de mauvaises cultes là, qui sont aussi visés. Donc, c'est ça, c'est un peu... donc, on a commencé dans le dossier, on était en communication avec d'autres paroisses, et c'est sûr que... C'était au moment là, de la campagne aussi que c'est devenu un enjeu dans la campagne. J'ai dit, ben oui, c'est quelque chose, là, je dois travailler maintenant même sur l'espace public, pas juste pour ma paroisse. Non, sauf que je pense que c'est vraiment, c'est pas... qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puis là où je suis très contente, on parle pas juste d'une famille, ou de maintenant, on parle de plusieurs familles sur le moyen et long terme on est en train maintenant de partir une capacité avec M. Lavallée et l'entrée de Mercier pour recevoir des réfugiés de toutes les couleurs, finalement, pour des années à venir. Puis je pense que ça va être enrichissant puis vraiment un bénéfice pour notre communauté. Bien, moi, je pense que on peut comprendre qu'il y a des gens, quand on voit tout ce qui est véhiculé dans les médias, qu'il y a des gens qui expriment certaines craintes. Je pense qu'on ne doit pas avoir peur des autres. Et ces gens-là apportent beaucoup à la communauté. On l'a vu par le passé. Le Québec, je l'ai toujours dit, c'est une terre, puis le Canada, c'est une terre d'immigration. On est arrivé il y a quand même plusieurs centaines d'années, mais on est quand même parti d'un lieu pour arriver ici. On a vécu plusieurs vagues d'immigration à travers l'histoire du Québec, qui ont fait en sorte qu'on est une courte pointe de communauté. Puis moi, je pense que je peux être aussi un exemple d'intégration. Je suis la première génération qui est née ici en sol québécois de parents étrangers. Donc, je pense que quand on donne la chance aux gens de s'intégrer, on voit que les gens sont capables de faire beaucoup pour leur communauté d'accueil, puis de devenir des citoyens qui apportent un bagage, une richesse. Et je pense que c'est à travers cette pluralité-là qu'on est capable de s'exprimer, puis de faire vivre aussi notre culture, qui est une culture hybride de plusieurs inspirations. Et je pense qu'on doit toujours penser aussi qu'on est chanceux de vivre au Québec, dans un environnement qui est paisible, où on n'a pas de... Bon, oui, on a des problèmes de pauvreté, tout ça, mais on n'a quand même pas des gros problèmes de guerre. On n'est pas dans la famine, on n'est pas dans ces gros problèmes-là où notre vie dépend. À chaque fois qu'on sort dehors, on ne sait pas s'il y a une bombe qui va nous tomber sur la tête. Donc, on est chanceux de vivre ici et de partager cette chance-là avec des gens qui sont plus démunis. Je pense que c'est juste prouver combien le peuple québécois est généreux, accueillant, et au-delà de la peur des autres, je pense que si on se donne les bonnes balises,
collectivement pour les accueillir et les intégrer avec amour et générosité, mais je pense que ces gens-là, ils vont être reconnaissants et ils ne seront pas là pour nous faire des misères. Au contraire, ils vont être là pour nous apporter beaucoup plus que ce qu'ils peuvent nous demander. Tout à fait. Je pense que les Syriens l'ont prouvé. Il y a eu différentes vagues d'immigration syrienne au cours de l'histoire du Québec. Bien, je parlais de l'histoire récente, somme toute. Mais on voit que ces gens-là ont emmené beaucoup. On a des gens célèbres qui sont issus de l'immigration et qui ont apporté beaucoup à la culture québécoise aussi. Je pense qu'il faut regarder ça. Je pense qu'on oublie trop souvent que les grandes avancées sont faites parfois par des gens qui nous venaient de l'extérieur. Madame Shanahan, avant, tout de suite à la fin de son entrevue, a bien dit, puis je suis content qu'elle l'ait mentionné, c'est vraiment ça. C'est un comité d'accueil de réfugiés, c'est pas une seule famille de réfugiés. Et il faut vraiment lever la tête puis regarder l'ensemble pour accueillir l'ensemble des gens, pas seulement syriens. Malheureusement, l'avenir sur notre planète va faire appel à d'autres types de refuges pour nous. Il va falloir qu'on parle des réfugiés climatiques ou économiques ou politiques. Et c'est important d'installer ce modèle-là. Donc, on veut vraiment garder cette dynamique-là pour être capable de faire en sorte qu'on puisse admettre d'autres réfugiés. Actuellement, on est là et on reçoit des demandes de bénévolat qu'on aiguille vers les personnes qui sont déjà arrivées. Au moment où on se parle, il y a des familles qui sont en installation ici à Châteauguay et on essaie de mettre en lien ces volontés-là avec ces gens-là parce que nous, notre famille va arriver seulement au mois de mai. Juin, mais on espère mai, là. Donc, ça nous donne du temps pour se préparer. Mais les gens qui veulent maintenant aider, on les met en lien avec ces personnes-là. Parce qu'il y a des gens qui sont en besoin. Ils viennent avec des unifications de famille, comme on appelle, mais ça n'empêche pas qu'il y a des besoins particuliers, puis il faut vraiment assurer. Donc, il n'y a pas d'exclusivité, là. On travaille ensemble dans ces dossiers-là. On a une ligne téléphonique unique pour appeler. C'est une ligne qui est essentiellement faite pour notre projet, le 514-217-4842, ainsi qu'un site complet pour nous, www.cargc, Comité d'accueil de réfugiés du Grand Châteauguay.ca, et un Facebook, réfugiés.châteauguay, un Gmail, gmail.com, pour communiquer avec nous pour les demandes ou les offres de bénévolat. Donc, c'est 3 moyens de nous rejoindre qui sont essentiels pour avoir les efforts et les volontés du monde de travailler avec nous. Merci beaucoup.